Ok, alors voilà, bonsoir, on me fait signe qu'on peut démarrer. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue ce soir. Que vous soyez ici présents ou que vous soyez à distance, donc la conférence est visible en streaming, maintenant en direct ou enregistrée, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont nous voir dans quelques temps. Je suis très heureuse d'être là. Aux dernières nouvelles, il paraît qu'il y a à peu près 160 personnes qui suivent la conférence, donc une soixantaine ici et une centaine inscrits en streaming. C'est chouette, hein. C'est un peu impressionnant, mais voilà. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'être là ce soir et très heureuse de votre présence. Je me disais, en venant, on va ouvrir ici un espace pour parler d'une thématique qui est délicate, qui est parfois douloureuse ou qui est parfois source d'incompréhension. Et je suis heureuse qu'on ouvre cet espace pour oser libérer la parole, pour oser mettre en lumière une thématique qui est souvent dans l'ombre à cause des difficultés qu'elle entraîne et parfois de la honte qu'elle suscite pour les gens qui souffrent des troubles alimentaires. Et voilà, on va ouvrir cet espace pour mettre de la lumière, et en mettant de la lumière, en libérant la parole, ça peut aussi peut-être permettre de mettre en route quelque chose, de changer quelque chose qui souvent reste figé quand on est tout seul dans la honte et le silence. Donc c'est ce que je souhaite ce soir, c'est un petit peu l'esprit de la soirée. Et si c'est un thème délicat, c'est aussi comme le titre de la conférence l'indique, c'est aussi peut-être quand on souffre d'un trouble alimentaire et qu'on envisage d'être parent, de devenir parent ou que l'on est parent, si on arrive à considérer les difficultés qui sont présentes, si on arrive à en tenir compte, ça peut aussi être une belle opportunité de vivre des choses de manière profonde, d'ouvrir des possibles. Donc oui, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, beaucoup de questionnements, mais aussi des possibilités d'ouverture, des chances, des opportunités. Et je me réjouis qu'on les évoque ce soir. Donc j'espère que ce soir, ça va apporter une meilleure compréhension du sujet, peut-être une prise de conscience aussi, et qui sait, c'est ce que je disais tout à l'heure, initier ou mettre en route quelque chose, une démarche, une parole, une discussion qui a peut-être été difficile à s'ouvrir. Et puis, on s'adresse autant ce soir aux personnes qui sont directement concernées par le sujet, des pères, des mères, souvent des mères, mais des pères aussi. Mais ça peut être aussi tout l'entourage, un conjoint qui voit sa femme en difficulté avec cette thématique, des grands-parents, une tante ou une oncle, voilà. Tout l'entourage est impacté par ce trouble alimentaire souvent. Il y a des conséquences pour la personne directement, mais tout autour aussi. Et puis, ça concerne aussi tous les professionnels de la santé qui sont amenés à côtoyer ces personnes. La palette est large, hein. Ça va du médecin au gynécologue, aux sages-femmes, aux infirmières de la petite enfance. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais il y a tout un réseau comme ça qui, s'il n'est pas sensibilisé à cette problématique, peut passer à côté et puis peut-être parfois louper des opportunités de prise en charge. On va en parler sûrement après. La sensibilisation, l'accompagnement, c'est l'esprit de cette soirée, mais c'est aussi l'esprit de l'activité de ABA, de l'association Boulimie Anorexie, depuis presque 30 ans, puisque l'année prochaine, l'association va fêter ses 30 ans. Donc je voulais juste relever ça. Et c'est donc l'association qui a initié cette soirée. Évidemment, je m'en mêle déjà dans mes feuilles. Je voulais saluer la présence des intervenants ce soir.
Je suis très heureuse que la doctoresse Sandra Gebhardt, qui est ici présente, psychiatre, psychothérapeute, médecin-chef du Centre vaudois anorexie boulimie du département de psychiatrie du CHUV, qui va pouvoir faire sa présentation. Je n'ose pas tourner la tête parce qu'après on n'entend plus le micro. Non, c'est bon. Ça va? Oui. Je suis en connexion. C'est bon, merci alors. Oui. Et puis on a la chance d'avoir aussi quelqu'un qui va témoigner depuis la France à distance. C'est Sabrina Palumbo-Gassner qui va partager son expérience en tant que maman qui a elle-même souffert de troubles alimentaires, mais elle est aussi coach thérapeute, père aidante et auteur de plusieurs livres, dont notamment L'âme en éveil, le corps en sursis, qui a paru en 2014. Je ne sais pas si on peut voir la couverture des livres ou pas, c'est égal. Et puis elle a aussi écrit Troubles alimentaires, mieux comprendre pour mieux guérir, voilà, paru en 2017. Alors ça fait un peu drôle de la savoir loin et de pas la voir. Elle va apparaître tout à l'heure, je pense. Et elle a accepté de partager son expérience ce soir. C'est une grande chance. Elle n'est pas là. Si. Oui. Et je voulais aussi saluer la présence de Laetitia Chapuis à mes côtés, qui est illustratrice. Alors Laetitia, elle a un sacré défi ce soir parce qu'on l'a appelée au pied levé hier soir. Parce que en fait, à la base, c'était Amélie Bury qui devait venir, et Amélie Bury qui a illustré les dessins de ce livre, dont je vais vous dire 2 mots juste après, et qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'elle est malade. Je pense qu'elle est là à distance, qu'elle nous suit. Un petit coucou à Amélie. Et alors du coup, hier soir, on a appelé Laetitia, qui paraît-il a quand même bien dormi. Elle a accepté de venir et en fait, on aura la chance d'avoir ces illustrations en direct ce soir au fur et à mesure de la discussion. Elle va se baser, bon, elle a eu quelques heures pour se plonger dans le thème qui est pas forcément un thème qui est familier pour elle, mais elle a une grande sensibilité et je ne doute pas que son regard va nous accompagner ce soir avec pertinence. Ce soir, je tiens encore à souligner et à saluer la présence des membres du comité de ABBA, dont la présidente Véronique Gillias qui nous suit à distance. Bonjour Véronique. Et puis il y a ici aussi les salariés de ABBA qui font un immense travail souterrain, pas toujours, mais un immense travail. Il y a Romana Capini, Marie Lebas, Bosisio, qui sont toutes les deux psychologues. T'es où Marie? Ah oui, t'es cachée. Elles sont toutes les deux psychologues au sein de l'association. Et puis il y a Ingrid Walter qui est au fond, qui a œuvré vraiment pour pouvoir organiser cette conférence et qui va aussi être là pour recueillir les questions des personnes qui sont en visioconférence et qui pourront poser leurs questions au fur et à mesure de la conférence. Nous, on va garder un petit temps à la fin pour les questions. Donc on va clôturer avec un moment de questions. Si jamais, mettez ça dans un coin de votre tête. Mais avec tout ça, je ne me suis pas présentée. Alors, je suis qui, moi? Alors déjà, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure à Laetitia, c'est que moi, j'aime bien travailler chez moi toute seule, écrire. Et puis voilà, je me trouve ici à devoir parler. Et voilà, si je suis là, c'est à cause de ça. C'est à cause de ce livre. On ne mesure pas toujours la portée de nos actes. Voilà, alors, à part ça, je suis super contente d'être là. C'est pas un exercice très facile, mais... Donc en fait, cette conférence, elle est issue de la création de ce livre. J'ai un enfant et je souffre d'un trouble alimentaire. Et ce livre, en fait, je vais juste vous en dire 2 mots, je vais vous en raconter l'histoire, parce que tout est parti à la base d'une réflexion qu'on avait pour préparer une édition du journal de l'association.
Et je parlais avec notamment Romana Capini et Marie Lebas-Bosisio, des psychologues qui recueillent beaucoup de mails, de témoignages. Et elle me disait, mais on reçoit quand même de plus en plus de mails de personnes ou de téléphones de personnes qui souffrent ou ont souffert d'un trouble alimentaire et qui sont devenus ou qui ont le projet de devenir maman et qui se posent tout un tas de questions, qui ont beaucoup de craintes. Et on pourrait faire un article là-dessus. Ok, on est parti sur cette idée, puis on a lancé un appel à témoins. Et alors là, on a reçu une quantité de réponses qu'on s'est dit, on va peut-être faire plus qu'un article. Le sujet, en fait, il est là, il est sous-jacent, il est latent, on n'en parle pas, mais il est bien là. Et ça méritait plus qu'un article. Alors on s'est dit, on va faire une brochure. Bon, 2 ans plus tard, en fait, c'était le travail à très longue haleine, la naissance de Steve, parce que plus on creusait, plus je rencontrais ces personnes et plus on réalisait de la portée de cette thématique. La portée, non seulement pour les mamans ou les papas, ça peut aussi arriver, mais aussi pour la famille, l'entourage, et comme je disais avant, pour tout le milieu professionnel qui était impliqué, qui avait aussi sa part à jouer dans cette problématique. On s'est dit, mais Nom de Bleu, c'est encore très peu connu et on passe encore à côté de quelque chose qui est... C'est comme une bombe en fait, c'est une bombe à retardement si on ne réagit pas assez vite. Et on a les moyens de le faire si on est sensibilisé. Donc en fait, pendant presque 2 ans, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été d'accord de témoigner de leur expérience, des mères, des conjoints, c'était très touchant, des enfants. Des fois, il y avait mère et fille qui ont témoigné ensemble. Vous verrez, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir le livre, mais il y a le témoignage d'une maman et de sa fille qui est super touchant et qui montre en fait les points de friction où les difficultés peuvent se loger. Et puis, il y a eu tout un tas de professionnels de la santé qui ont été d'accord aussi de répondre, d'apporter leur éclairage, dont Madame la doctoresse Gebhardt, mais aussi beaucoup d'autres. Et je tiens vraiment tous à les remercier ce soir parce que c'est grâce à eux que ce livre a été possible. Ils ont pris du temps, ils ont été d'accord de relire. Enfin, ça a été vraiment un travail d'équipe. On a passé beaucoup de temps, évidemment aussi avec Romana Capini et Marie Lebas-Bosisio, à construire ce livre. Et puis Amélie Bury, qui a fait les illustrations, a apporté vraiment une touche... on voulait quand même parler avec un petit peu de légèreté, dans la mesure du possible, de cette thématique qui est lourde et assez douloureuse. Et puis grâce à ces dessins, ça apporte cette note dans le livre. Aussi dans sa lecture, qui est plus facile grâce aux dessins. Il m'arrivait parfois de me gratter la tête parce que j'avais des thématiques assez complexes, puis je trouvais lourd à lire, enfin à écrire, puis à lire. Puis je disais, mais Amélie... comment je peux faire là? C'est trop compliqué. Puis 1 heure après, elle avait fait ça en dessin. Incroyable. Elle avait cet art de comprendre cette sensibilité et puis de mettre en dessin au lieu de je sais pas combien de mots, quelque chose d'ennuyeux. Voilà, mais je ne veux pas en dire beaucoup plus. Je vous invite à découvrir ce livre qui sera à disposition après, à l'apéro. Donc, n'hésitez pas, servez-vous. Ils sont gratuits, à moins que vous en preniez beaucoup. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Et puis, avant que j'arrête de parler, parce que je voulais juste... Je continue. Non, mais je vais bientôt vous donner la parole. Mais j'ai encore juste une chose à dire. Je disais tout à l'heure que j'étais très heureuse qu'on puisse mettre en lumière cette thématique. Et puis je suis d'autant plus heureuse qu'il y a ce soir une journaliste dans la salle du Temps, Agathe Sepet, et qui va faire un article sur ce thème. Et puis la télévision suisse romande prépare également un reportage sur ce thème spécifiquement pour le 19h30. Et toutes les deux lancent un appel pour un témoignage. Donc si vous avez envie de témoigner, il y a la possibilité d'être anonymisé aussi, je pense. Enfin, ça sera encore à voir.
le plus simple, ce que je vous propose, c'est de contacter directement soit Romana Capini, soit Lebas Bosisio ce soir, qui vont faire le lien. Soit si ça ne vient pas tout de suite ce soir, mais que pendant la nuit ou demain, vous vous dites « Ah, mais finalement, j'aimerais bien témoigner », n'hésitez pas à écrire à l'association ou à téléphoner, puis on vous mettra en lien. Voilà. Alors, la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai fini. Ouais. Une si mauvaise nouvelle que ça. Merci beaucoup. Merci à vous. La parole à Sandra Guevara. Merci à vous. Alors, bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier le comité de l'association Boulimie Anorexie pour leur invitation. Je suis très honorée et puis surtout très contente d'être ici ce soir parmi vous. Et puis, je tenais à vous féliciter, vraiment très sincèrement. Avec la rédaction de ce livre, je le remontre encore, hein, ça vaut la peine. Vous avez réalisé un travail fantastique. Hein. Je crois avoir une idée assez précise de la difficulté qu'il y a à communiquer de façon précise, concise, de façon franche, mais aussi de façon sensible. Et vous avez réalisé ça avec un grand brio, parce que je suis d'accord avec vous, c'est une thématique, aussi bien les troubles du comportement alimentaire que la parentalité, qui sont très complexes, très vastes, et puis très, très délicats. Donc, encore une fois, bravo. Voilà, alors je vais donc vous parler de troubles du comportement alimentaire, en précisant que quasiment exclusivement, je vais parler d'anorexie mentale et de boulimie, et de parentalité, avec ce regard, d'un côté les risques et d'autre côté les opportunités. Alors, peut-être si je le tourne, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Ma présentation va s'articuler très schématiquement autour des grandes étapes de la parentalité, en commençant par le désir d'enfant. Je vous dirai ensuite quelques mots sur la fertilité, puis la grossesse et le postpartum, les interactions précoces mère-bébé, et puis en se projetant un petit peu plus tardivement dans le développement de l'enfant, et les pères dans tout cela. Que deviennent ces enfants? Pourquoi ne pas se faire aider? Quand et comment? Là, je vais essayer de ne pas être trop lourde sur le sujet, parce que ça me tient à cœur d'encourager des patientes à pouvoir consulter, à se faire aider, à ne pas rester seules avec leurs souffrances. Et puis je terminerai par quelques mots de conclusion. Alors, je dois vous dire que quand j'ai fait ce plan, quand je suis arrivée à la fin, j'ai été prise d'un petit vertige, d'une petite angoisse, parce que je me suis dit, mon Dieu, ça fait énormément de thèmes, mais que j'avais envie d'aborder, même si c'est superficiellement. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, dès le début de ma présentation, de faire ressortir finalement le message qui me semblait le plus important. Donc, pour commencer, et s'il ne fallait retenir qu'une chose, pour moi, ça serait ceci. Souffrir d'un trouble du comportement alimentaire n'empêche pas d'être un bon parent, ni d'avoir des enfants équilibrés et en bonne santé. Et comme l'a dit Madame Gates, tout l'enjeu, ça va être, si possible, de connaître les risques, d'y être sensibilisé, ou au moins de pouvoir les identifier et de pouvoir réagir. Et puis, bien sûr, parallèlement, de pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter. Voilà, alors puisque j'ai conclu, je vais pouvoir commencer. En commençant avec le désir d'enfant. Alors là aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on souffre d'un trouble du comportement alimentaire que ça fait de soi une personne différente des autres. Donc le désir d'enfant, c'est quelque chose de très complexe.
en grande partie inconsciente, et c'est la même chose si la personne souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Ça peut être un projet de vie qui peut être très ancien, même antérieur au TCA, ou tout simplement sans lien avec celui-ci. Il faut cependant reconnaître que le TCA fait que les personnes qui en souffrent sont particulièrement sensibles à rechercher la conformité, et notamment la conformité aux standards sociaux d'excellence, et bien sûr que la parentalité pour les hommes, peut-être encore plus pour les femmes, en fait partie. Un peu dans le même ordre d'idées, le désir d'enfant, ça peut être une forme de ralliement au désir d'enfant du conjoint. Et puis encore, même si c'est exceptionnellement la source du désir d'enfant, le désir d'enfant, il peut être associé à l'espoir de se libérer du trouble du comportement alimentaire, voire d'en guérir. Mais finalement, quel que soit son désir d'enfant, ce que je trouve très touchant, c'est que cette réflexion, elle est souvent parasitée par beaucoup de craintes, un sentiment de culpabilité ou d'insuffisance. La crainte de ne pas pouvoir, de ne pas savoir être un bon parent. Et là, on retrouve un trait de caractère souvent rencontré chez les personnes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire. C'est une pensée dichotomique, clivée, c'est blanc ou c'est noir, c'est juste ou c'est faux, c'est bien ou c'est mauvais, c'est réussi ou c'est échoué. Et dans la parentalité, on retrouve ça décliné sous le mythe du parent parfait. Et c'est bien dommage parce que, je ne sais pas si vous y croyez, mais moi j'ai appris que ça n'existait pas. Mais en même temps, notamment les réseaux sociaux appuient sur cette touche, et il y a beaucoup de témoignages, hashtag je suis une maman parfaite, qui influencent et puis qui donnent à penser à nos patientes que ça existe et qu'elles doivent atteindre cet objectif. Il y a aussi la crainte et la honte de ne pas réussir à guérir de son trouble du comportement alimentaire pour son enfant. La culpabilité à l'idée de transmettre sa maladie à son enfant, ou pour le moins que sa maladie nuise à son développement. Donc tout ça, ce sont des écueils, tout ça, ce sont des risques, mais l'opportunité de la concrétisation du désir d'enfant, c'est de ne pas rester seul avec ses tourments, d'entrer en dialogue, des fois pour la première fois, sur son trouble du comportement alimentaire, ses craintes, ses doutes, ses espoirs aussi. Alors, entrer en dialogue, bien sûr, en premier lieu au sein du couple, mais c'est aussi l'occasion de consulter. Et puis, on verra un petit peu plus loin que les possibilités de se faire aider, elles sont multiples. On peut arriver dans du soutien par différents angles. Puis, j'insiste là-dessus parce que malgré toutes les informations du grand public, les formations pour les professionnels de la santé qui se sont quand même beaucoup améliorées ces dernières années, le résultat, il est assez décevant puisque c'est seulement une minorité de personnes souffrant de TCA qui consultent. Donc on arrive avec passablement de futurs parents qui n'ont jamais été pris en charge. Quelques mots sur la fertilité. Et là, je parle d'anorexie mentale. Alors, c'est connu depuis très longtemps. C'est une donnée assez constante. Dès lors que l'on perd 10 à 15% de son poids initial, les règles cessent. La bonne nouvelle, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, reprendre du poids, finaliser une renutrition, s'accompagne du retour des règles et donc d'une fertilité rétablie. Là aussi, je voudrais attirer votre attention sur un point très délicat, c'est que finalement,
cessation des règles et infertilité ne sont pas strictement superposables. On a quelques exemples de patientes qui, avec des états de dénutrition sévères, plus de règles depuis des mois, voire des années, et qui tombent enceintes, qui parviennent finalement à ovuler. Donc il est primordial d'évoquer la question de la contraception afin d'éviter un risque de grossesse non désirée. Pour vous donner une idée, le nombre de grossesses non désirées dans la population des femmes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire est le double de celui d'une population normale. Normale, pardon, pas du tout normale, générale. On n'est pas anormal quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, excusez-moi. Voilà, on arrive à la grossesse. Alors, il faut bien reconnaître que ces 9 mois de grossesse ont le chic de concentrer à peu près tous les pires démons, toutes les angoisses les plus phénoménales qu'on peut retrouver dans les troubles du comportement alimentaire. Il y a la prise pondérale, bien sûr, il y a les transformations corporelles, il y a le remaniement identitaire, social, la confrontation à la perte de contrôle, une valeur très centrale dans les troubles du comportement alimentaire, son corollaire, la confrontation très anxiogène à l'inconnu, et puis la réactivation aussi d'une chose qu'on retrouve souvent chez nos patientes, c'est le conflit entre autonomie et dépendance. Tous ces paramètres-là convergent pour faire de la grossesse une période de fragilité et d'anxiété exacerbée. À partir de là, il y a, schématiquement bien sûr, 2 voies possibles. Une du risque et l'autre de l'opportunité. Alors la voie du risque, c'est la poursuite, voire l'exacerbation des symptômes TCA ou bien une récidive de symptômes TCA. Parce qu'il faut savoir que si on a souffert d'un trouble du comportement alimentaire, qu'on est guéri ou qu'on est en rémission, la grossesse, ça peut être malheureusement l'occasion d'une résurgence symptomatique. La bonne nouvelle, il y en a plusieurs dans ma présentation, c'est que cette voie du risque, finalement, en clinique, on observe que c'est la voie minoritaire. La majeure partie des patientes sont du côté de l'opportunité, c'est-à-dire l'opportunité que la grossesse amène une amélioration symptomatique. Pourquoi ? La responsabilité que les futures mamans ont envers leur fœtus fait qu'elles arrivent à lutter plus efficacement contre la culpabilité qu'elles peuvent ressentir à manger et qui jusque-là les empêchait de prendre du poids et à atténuer leur crainte à manger. Et puis, il y a aussi le soutien social et identitaire associé au temps de la grossesse, avec la valorisation des rondeurs, qu'on critique habituellement, mais pendant la grossesse, il y a ce répit. Le jugement très positif, sociétal qu'il y a envers les femmes enceintes. Et donc, ça les soutient. Et puis, ça contribue à faire qu'elles s'isolent moins, qu'elles soient plus en lien avec la société. Donc, la majorité, je le répète, des patientes pendant la grossesse connaissent une accalmie, voire une disparition de leurs symptômes alimentaires. Maintenant, il ne faut pas être dupe, puisque quand même une grande proportion de ces futures mamans, elles continuent à présenter un haut niveau d'anxiété concernant leur poids, leur corps et plus généralement leur alimentation. Et puis, on essaye de les préparer à ça parce que c'est un risque malheureusement très élevé. C'est que une fois l'accouchement réalisé, le risque est très grand de voir revenir les symptômes alimentaires et là aussi, des fois, le risque est grand qu'il y ait une exacerbation. C'est-à-dire que finalement, le niveau symptomatique soit encore plus grand après l'accouchement qu'au moment de la grossesse. Tout ce qui était possible
pour le bien de l'enfant dans le ventre, dès lors que le bébé est dans les bras, ça cesse d'être une protection et les symptômes reviennent en force. Alors, quelles sont les complications potentielles de la grossesse? Le risque, même s'il est relativement minime, mais le risque le plus fréquent, c'est celui de retard de croissance intra-utérin et de faible poids de naissance. Bien évidemment, si le poids au moment de la conception et que la prise pondérale est faible durant la grossesse, ce risque est plus important. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à 3 mois de vie, la majeure partie des enfants qui sont nés avec un petit poids de naissance ont compensé leur retard. D'autres risques, c'est malheureusement celui de fausse couche, de prématurité. Là, le facteur de risque principal, c'est ce qu'on appelle des troubles électrolytiques, c'est-à-dire des hypokaliémies, des manques de potassium, des manques de sodium. Et là, c'est des situations que l'on retrouve dans des formes de troubles du comportement alimentaire où il y a beaucoup de comportements de purge, c'est-à-dire de vomissement ou d'abus de laxatifs. Il y a un risque de diabète gestationnel et de macrosomie fœtale. Alors la macrosomie fœtale, c'est l'exact inverse du faible poids de naissance. Ce sont des bébés qui naissent avec des poids supérieurs à la normale. Et là, le facteur de risque, c'est celui que l'on retrouve dans la boulimie et dans l'hyperphagie boulimique. Des anomalies de fermeture du tube neural, c'est une malformation, heureusement rare, mais potentiellement extrêmement grave. Et là, le facteur de risque qui est le plus associé à cette éventualité, c'est une très faible, c'est plutôt des restrictions très intenses durant le premier trimestre de la grossesse. Et puis, pour finir, l'hyperémèse gravidique, c'est une forme aggravée de cette chose si agréable du début de la grossesse, c'est les nausées et les vomissements, mais là qui sont poussés à leur paroxysme. Et un paroxysme qui peut altérer bien sûr la prise pondérale et puis qui peut même altérer l'état d'hydratation. Heureusement, on a des traitements assez efficaces dans ce cadre-là. On est déjà au postpartum et après. Alors, je vous ai décrit un peu le contexte général de la grossesse. Si j'essaye de faire pareil avec le postpartum, bien sûr, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est le poids au sens propre comme au sens figuré des transformations physiques de la grossesse et de la prise pondérale. L'inconnu, il persiste, le sentiment de perte de contrôle également. Et puis, malheureusement, il peut y avoir une forme de désidéalisation, toujours dans cette perspective que nos patientes, elles ont cette vision blanche ou noire et elles sont assez sensibles à avoir, là aussi, à suivre ce qu'on nous dit dans les réseaux sociaux de c'est 100% que du bonheur d'être un jeune parent. Et de découvrir que c'est 100% de bonheur plus quelques pourcents de galère, de difficultés, ça peut être difficilement vécu par nos patientes. Il y a le risque d'épuisement, autant physique que psychique, à force de vouloir tout faire, tout contrôler à la perfection, le mythe du parent parfait. Des difficultés dans l'ajustement mère-bébé, je vais revenir sur ce point dans quelques minutes. Et puis, c'est rare, mais ça peut être extrêmement douloureux, c'est le sentiment d'abandon, voire de rejet de la part de son enfant au moment de l'accouchement. Alors, ces différents paramètres, ils vont converger vers 2 types de risques. Je l'ai déjà dit, mais je le répète,
un risque élevé de récidive, d'exacerbation de symptômes TCA dans le postpartum. Et cette éventualité constitue un facteur de risque pour un autre risque très élevé, c'est celui de la dépression du postpartum. Alors, je m'arrête sur ce point quelques instants. La dépression du postpartum, c'est bien sûr quelque chose qui peut arriver tout à fait en dehors des TCA. C'est une maladie qui suscite une très très grande souffrance, qui malheureusement est encore très sous-diagnostiquée et sous-traitée. Dans le cas des troubles du comportement alimentaire, c'est particulièrement délétère parce que la dépression peut contribuer à aggraver le TCA et on se retrouve dans une forme de cercle vicieux, source de grande souffrance. Et puis on sait que la dépression du postpartum contribue à altérer les relations précoces avec son enfant. Maintenant, c'est aussi le postpartum, l'opportunité de se faire aider et de consulter. Et puis l'opportunité de redécouvrir, voire même de découvrir ses propres besoins, envies, valeurs dans le contexte de cette nouvelle étape de vie. Les interactions précoces et après. Alors, quelques mots concernant l'alimentation du bébé. Les mamans qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire peuvent être dans une situation de manque de confiance dans la capacité de leur bébé à réguler lui-même son alimentation, ce qui n'est pas une grande surprise puisque les signaux de faim et de satiété pour elles-mêmes sont des choses qui ne veulent plus rien dire. Donc elles ont tendance à projeter ça sur leur enfant. Sont des mamans qui peuvent avoir tendance à imposer un cadre alimentaire trop strict, trop rigide, que ce soit dans le rythme, dans le choix des aliments, dans la quantité d'aliments à apporter. Tout ça, ça marque un surcontrôle et puis ça fait des repas, des moments qui peuvent être tendus, qui peuvent être peu ludiques et non conviviaux. D'une façon générale, le besoin de contrôle qu'ont nos patientes fait que tout changement est vécu avec beaucoup d'anxiété. Et s'il y a un domaine où ça change tout le temps, c'est bien l'alimentation d'un nouveau-né. Donc, les changements de quantité, de qualité vont être source de peuvent être source de grandes difficultés. Et puis, finalement, ce sont des étapes d'accession vers l'autonomie qui peuvent être entravées. Alors, bien sûr, ces situations, elles se rencontrent au moment du sevrage, la diversification alimentaire ou des refus alimentaires, etc. Toujours dans cette pensée dichotomique, il y a du juste et il y a du faux, sont des mamans qui vont avoir tendance à avoir des principes orthorexiques. Il y a des bons aliments, il y a des mauvais aliments, alors que, en dehors des poisons, et pour le dire autrement, tout ce qui se consomme, ce sont des bons aliments. Ça, j'insiste pour le dire. Mais voilà, il peut y avoir des interdits, il peut y avoir comme ça un répertoire alimentaire très réduit. Ce qui est problématique parce que c'est bien sûr très important pour l'enfant d'être connecté avec le plaisir de manger des bonbons, du chocolat, et puis de se faire son propre répertoire de goût et de dégoût. Et on peut voir des enfants qui, quand ils sont chez les grands-parents ou quand ils sont chez les copains-copines, pourront avoir tendance à se ruer sur des aliments prohibés à la maison. Le dernier point, qui est vraiment très rare, sont des mamans qui ont tellement plus de repères alimentaires pour elles-mêmes
qu'elles peuvent avoir tendance à exercer des restrictions dans l'alimentation de leur bébé ou de leur enfant. Alors, dans les interactions précoces et après, au sens plus large, bien, les éléments de rigidité, de perfectionnisme, de manque de confiance dans sa capacité à être un bon parent, manque de souplesse, manque de spontanéité, ben, bien sûr, sont des conditions qui ne sont pas idéales dans l'ajustement nécessaire avec son enfant. Il n'y a pas de mode d'emploi, il faut pouvoir interagir, s'adapter à son bébé et tous ces traits-là sont quand même des difficultés pour s'ajuster au plus juste, si je peux dire. Sont des parents qui ont tendance à avoir une faible tolérance à l'expression d'émotions négatives par leur bébé ou par leur enfant, avec des mamans qui voient, par exemple, dans les pleurs de leur bébé, la confirmation qu'elles font faux, que ne sont pas des bons parents. Voire même, elles peuvent ressentir un sentiment de rejet par leur enfant. Et puis, on peut retrouver des préoccupations excessives pour le poids et l'aspect physique de leur bébé ou de leur enfant, surtout s'il est de sexe féminin. Préoccupations, bien sûr, qu'elles ont pour elles-mêmes. Si on va un petit peu plus loin, il peut y avoir des difficultés dans la confusion entre besoins physiques et psychologique de leur bébé, avec une tendance à apporter une réponse alimentaire à tous les pleurs. Mais écoutez, pas plus tard que cet après-midi, j'ai vu une jeune maman qui m'a dit « Non, mais là, il faut vraiment qu'on intensifie les soins parce qu'avec mes symptômes alimentaires, ça me prend trop la tête et je veux être plus disponible psychiquement pour mon enfant. » C'est vrai que quand vous êtes saturé de crainte, d'angoisse sur votre poids, sur votre alimentation, c'est de l'espace psychique qui n'est pas disponible pour autre chose. Une chose, un symptôme qu'on retrouve fréquemment chez nos patients, c'est l'hyperactivité physique. Ce sont des patientes qui sont toujours soit dans des activités sportives, soit dans des activités autres, mais elles sont toujours en mouvement. Donc, elles vont avoir tendance à reproduire ça auprès de leur enfant avec une surstimulation sensorielle et puis par la suite avec la croissance de leur enfant, une surstimulation intellectuelle et éducative au détriment des moments de jeu, de rêverie, voire même d'ennui. Et puis, pour faire la transition au prochain chapitre, il y a une difficulté à faire de la place à un tiers. C'est des mamans qui vont privilégier la relation fusionnelle avec leur enfant, même si c'est un terme très, très, très schématique. Donc les pères vont avoir tendance à être relégués en périphérie. Alors, et les pères dans tout cela, c'est bien sûr, ils jouent un rôle essentiel, un rôle de réassurance pour la mère, mais aussi pour le bébé et l'enfant, un rôle de soutien, mais aussi un rôle de pouvoir mettre des limites, voire même porter la nécessité de se faire aider, de consulter. On a des papas qui ont un sentiment douloureux d'exclusion, voire d'abandon, mais, et surtout pour les couples dans lesquels finalement le TCA n'était pas un thème dont on parlait. Et bien dans ces couples-là, les pères adoptent volontiers une position d'évitement, en se disant mais si je revendique quelque chose, si je m'impose trop, je vais susciter plus de difficultés. Et moi j'aime à dire mais c'est une place à conquérir. Et bien sûr qu'on peut être là pour les soutenir, pour conquérir cette place.
bien sûr, en faisant comprendre à la maman qu'elle ne perd rien en incluant le papa. Au contraire, elle gagne pour elle et puis pour son enfant. Et puis, parfois, les pères ont un besoin légitime d'être eux-mêmes rassurés, soutenus, voire aidés. Alors, qu'est-ce qu'on sait médicalement du devenir des enfants issus de ces grossesses? Mais il faut être honnête et reconnaître qu'il y a encore très peu d'études. Donc, on sait encore peu de choses. Dans les études, on note cependant une croissance, notamment du périmètre crânien et un développement neurocognitif retardé. Ce n'est pas qu'il est altéré, mais ce sont des enfants qui ont une croissance qui est plutôt plus lente que la norme. En tout cas, ça, c'était une étude qui a suivi des enfants sur les 18 premiers mois de vie. Après, il y a une étude extrêmement bien faite par quelqu'un qui n'est pas très loin de chez nous. C'est la professeure Micali, qui a d'ailleurs témoigné dans votre livre, qui est à Genève, et qui a publié une étude de 12 000 dyades, donc mère-bébé, dont la maman souffrait d'un trouble du comportement alimentaire et qu'elle a examiné à 7, 10 et 13 ans. Et dans ce collectif, elle a pu montrer chez les filles un risque accru, statistiquement accru, de troubles émotionnels, de troubles des conduites ou liés à l'hyperactivité, et puis chez les garçons, un risque accru de troubles émotionnels. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude, c'est que les principaux facteurs de risque pour ces complications, c'est l'anxiété et la dépression maternelle pendant la grossesse, et puis des symptômes actifs TCA pendant la grossesse. Donc ça, c'est très important. Je reviendrai dessus au moment des prises en charge, parce que ce sont des choses que l'on peut traiter, et on espère réduire ce risque. Alors, pourquoi ne pas se faire aider? Alors, je dirais que avant de détailler, c'est important pour moi de dire, en tant que professionnel, notre place, surtout pendant la grossesse, c'est vraiment de soutenir, d'encourager, de motiver et surtout ne jamais juger ni culpabiliser. Bon, ce sont des choses, vous me direz, qui sont valables pour tout le monde et tout le temps. Ben oui, mais un peu plus dans ce contexte-là, parce que les mamans, les futures mamans qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire, elles sont particulièrement sensibles au jugement et elles ont elles-mêmes déjà un profond sentiment de culpabilité. Donc elles ont un radar pour repérer dans nos propos ces éléments-là. Et bien sûr que si elles les repèrent, c'est difficile de nouer une relation thérapeutique avec elles. Alors, pourquoi ne pas se faire aider? Deuxièmement, dire qu'il n'est jamais trop tard, bon, bien sûr ni trop tôt, pour consulter. Mais si possible, et afin de sensibiliser au risque et de pouvoir travailler dessus, si possible, anticiper la grossesse et le postpartum. Et puis, là, je l'ai encadré parce que c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel. Il faut traiter l'anxiété et la dépression maternelle, y compris pendant la grossesse et l'allaitement. On voit les enjeux potentiels à laisser un haut niveau de dépressivité et d'anxiété chez ces patientes. Et aujourd'hui, notamment dans la pharmacopée, on dispose de médicaments très efficaces, compatibles avec la grossesse et l'allaitement. Se faire aider, c'est faire émerger, je vais dire les choses différemment, au travers de l'aide, c'est de pouvoir faire émerger les besoins de l'enfant à naître, non pas
pour culpabiliser la mère, mais pour éventuellement définir avec elle les priorités de changement. Parce que plutôt que de se centrer sur la guérison, il va s'agir d'accompagner la patiente dans son évolution en la soutenant et en l'encourageant dans des changements progressifs de ses symptômes. C'est l'occasion de revisiter, voire même de visiter le thème du conflit entre autonomie et dépendance. Et puis c'est l'occasion aussi de pouvoir apporter de la nuance par rapport aux scénarios catastrophes ou aux attentes magiques qu'ont spontanément ces patientes. Alors, quel est le dispositif de soins? Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Gates, il y a finalement plusieurs façons de se faire aider à différents moments et de différentes façons. Alors, les recommandations de bonnes pratiques médicales, elles vendent un peu le package, hein, le tout, hein, c'est-à-dire bien sûr un suivi obstétrique et un suivi généraliste pour la santé de la maman durant sa grossesse. Un pôle spécialisé TCA, psychiatre, nutritionniste, diététicienne, et puis un pôle qui va plutôt regarder la santé du fœtus, puis de l'enfant, avec un rôle déterminant, je trouve, de la sage-femme, qui va faire justement le pont entre la fin de la grossesse et le postpartum. Et puis, ce qui est toujours très, très utile, c'est la passation de témoins avec l'infirmière de la petite enfance. Ça rassure. Enfin, moi, j'ai une très bonne expérience de mamans qui ont été très rassurées d'avoir comme ça régulièrement une interlocutrice, notamment pour l'alimentation de son bébé, comment gérer les pleurs, une interlocutrice aussi pour les questions du sommeil. Enfin, c'est extrêmement utile. Bien sûr, le pédiatre et puis le pédopsychiatre. Pédopsychiatre qui peut intervenir déjà pendant la grossesse ou après ou plus tard. Mais voilà, le dispositif de soins qui prend en compte toutes les dimensions qui peuvent être mises à mal par la parentalité et notamment la grossesse. Alors, en conclusion, et je rejoins quelque chose de très important que vous avez dit, hein, avoir le courage de parler de son TCA au sein du couple et de se faire aider par des soignants est une étape décisive vers une parentalité équilibrée pour son enfant, pour soi et pour son couple. En parler, c'est déjà avoir une prise sur son trouble du comportement alimentaire. De même, être conscient de ces difficultés est fondamental pour en diminuer l'emprise sur son entourage. S'adresser à une association, et moi je n'en connais pas de meilleure qu'ABA, peut être une étape cruciale vers les soins. Et on a plusieurs expériences de mamans qui sont adressées à ABA et puis vous avez fait le nécessaire pour faire une passerelle, pour consulter des spécialistes TCA. Alors, un point qui me tient aussi à cœur, c'est être attentif, d'être à l'écoute des questionnements de ces enfants. Alors là, j'ai fait un bond du nouveau-né à l'enfant et pourquoi pas à l'adolescent. Donc, être à l'écoute des questionnements de ces enfants sur le TCA de son parent et leur répondre, si possible en couple, franchement, clairement, en tenant compte de leur âge, bien sûr, et de leur développement. Et pourquoi pas se faire aider pour cela, parce que c'est pas une chose facile. Mais faire comme s'il n'y avait pas de problème ou se taire sont des paris extrêmement dangereux, car cela expose les enfants à l'incompréhension, la confusion, l'anxiété pour sa propre santé, pour la santé de son parent, et puis finalement
un sentiment de culpabilité. Alors, ne pas diaboliser, mais aussi ne pas idéaliser la maternité, la parentalité. Il s'agit de travailler à trouver son propre chemin pour soi, son couple et pour ses enfants. Attention à ne pas trop se laisser influencer par les réseaux sociaux et lutter contre le mythe du parent parfait. Et je conclus par le début. Souffrir d'un TCA n'empêche pas d'être un bon parent, ni d'avoir des enfants équilibrés et en bonne santé. Une très très bonne bibliographie avec votre livre, Madame Gates, une référence médicale un peu plus pointue. Et il me reste à vous remercier de votre attention. Merci beaucoup pour cet éclairage, ces explications qu'on va pouvoir compléter, éclairer aussi d'un autre point de vue, de quelqu'un qui a traversé ça et qui s'est formé. Donc on va passer la parole à Sabrina Palumbo-Gassner. Où est-elle? Alors, je suis là, je viens d'activer mon micro. Ah, bonjour Sabrina, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous ce soir, même si c'est par écran interposé. En tout cas, alors moi personnellement, j'ai adoré la présentation du docteur Guébard, et je me demande, je crois que je vais faire une piètre présentation derrière ça, puisqu'elle a abordé tout ce que j'aurais voulu aborder avec vous ce soir, mais que je vais tâcher d'illustrer. Alors, pour me présenter brièvement, donc voilà, je m'appelle Sabrina Palumbo-Gassner, j'ai 40 ans, j'ai souffert d'anorexie boulimie pendant une quinzaine d'années, donc ça a démarré vers mes 16 ans par un régime destiné à améliorer mes performances sportives à l'époque. Donc j'ai connu l'anorexie restrictive et l'anorexie boulimie dans des états de manière assez sévère, avec un parcours de soins extrêmement chaotique. Et un peu en point d'apothéose de ça, un internement d'1 an à l'âge de 25 ans qui a été très très compliqué pour moi, et notamment pour raccrocher après les wagons avec le corps médical. Sur le chemin du rétablissement, j'ai créé une association qui était parrainée par le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre, addictologue, et en parallèle, j'ai publié mon premier livre que Nathalie Goetz a cité, L'âme en éveil de corps en sursis. C'était en 2014 et ça a été le début d'une jolie aventure. Et je me suis professionnalisée petit à petit. Donc, j'ai commencé en fait par de la pérédance bénévole dans un cadre associatif. Et puis, je me suis professionnalisée jusqu'à exercer la fonction de médiatrice santé-père au sein d'une équipe d'accompagnement médico-social que j'ai quittée. Aujourd'hui, je suis chargée de mission dans une association de prévention du mal-être et du suicide chez les jeunes. Mais j'ai une activité libérale à côté où effectivement, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des relations douloureuses à la nourriture. Je suis formée à la thérapie ACT, d'acceptation et d'engagement, à la PNL, et voilà. Donc oui, je suis auteure de plusieurs ouvrages. Je suis aussi devenue la première marraine des associations de solidarité anorexie-boulimie en France. Il en existe un peu plus d'une vingtaine, qui sont des associations de patients et de familles de patients. Et enfin, je suis co-créatrice d'une application destinée à soutenir la parentalité. Voilà. Je suis devenue... Non, comment introduire ça? Déjà, j'ai envie de dire merci. Merci pour cet ouvrage. Cet ouvrage que j'ai relu quand j'ai su que j'allais intervenir ce soir et que j'ai trouvé d'une puissance phénoménale. Vous avez réalisé un travail exceptionnel et qui répond à une demande qui est extrêmement présente. Alors moi, que ce soit dans le cadre de mes accompagnements, c'est des questions qui reviennent très fréquemment autour de est-ce que je peux devenir maman? Comment ça va se passer? Est-ce que je peux tomber enceinte? Et si je prends du poids? Et les peurs et tout ça, ça revient. Mais aussi, je suis une personne très présente sur les réseaux sociaux. Et là, on me capte par différents médias pour me poser ces questions qu'on n'ose pas poser ailleurs ou qu'on ne sait pas à qui poser. Donc, c'est des questions qui reviennent très, très souvent.
Euh, voilà, est-ce qu'il faut être guéri? Quelles sont les complications? Les questions autour de la prise de poids, comment l'accepter? Alors, j'aimerais dire qu'il n'y a aucun jugement de ma part et que vraiment tous les chemins sont possibles et que le désir de grossesse doit être accompagné, qu'il n'y a pas de moment idéal, est-ce qu'il faut être guéri, pas guéri? En tout cas, tout est possible. Pour ma part, moi, je vais témoigner de mon expérience. J'ai misé sur la guérison. J'ai misé sur la guérison, la rémission, le rétablissement, quel que soit le terme qu'on emploie. Moi, je suis à l'aise avec le terme de guérison, puisque j'avais anticipé un petit peu le fait que la grossesse, c'est un chamboulement énorme, tant physiologique que psychologique, en tout cas sur tous les plans, et que ça pouvait effectivement venir réactiver des choses. Et puis, la vie a fait que, de toute façon, j'attendais aussi de trouver la bonne personne, puisque pour moi, je conçois le fait d'avoir un projet de bébé comme quelque chose qui se fait à deux. Donc, j'attendais aussi de trouver le bon papa. Et ça a mis du temps. J'ai eu mes enfants sur le tard. Ma première fille est née en 2018. J'avais 36 ans. Et ma petite deuxième va sur ses 2 ans. Elle est née donc 2 ans après, en 2020. Toutes les deux sont du mois de janvier. Le désir de grossesse, chez moi, il est venu très tardivement. En fait, pendant tout le temps de mes troubles, je ne me suis jamais posé la question. J'ai jamais bénéficié d'un suivi gynécologique. C'était même pas une question que... Voilà, j'ai pas bénéficié de soins adaptés. Par contre, quand il est apparu, fallait que ça vienne tout de suite maintenant, demain. Et là, en fait, je me suis précipitée sur la PMA, en fait, puisque je savais que ça allait être compliqué pour moi de tomber enceinte, puisque, en fait, malgré un IMC normal depuis plusieurs années, mes règles n'étaient jamais revenues, le cycle n'était jamais revenu. Et c'est en fait le psychologue qui me suivait à ce moment-là qui m'a orientée vers une gynécologue spécialisée dans les problèmes d'infertilité et de troubles alimentaires. Et à qui je ne dirai jamais assez merci. Donc j'ai eu mes 2 enfants sous PMA. Ça m'a semblé long et un parcours du combattant, puisque la PMA, c'est quelque chose de compliqué. On a des rendez-vous, des prises de sang à faire le matin avant de partir au travail. On ne sait pas si on va arriver à l'heure, pas à l'heure. Avec des espoirs, des déceptions, des fausses couches. Et puis pour la deuxième, le fait d'avoir le ventre tout bleu, tellement je ne savais plus où piquer finalement dans le ventre. Donc, quelque chose de compliqué. Et en même temps, ça m'a semblé long et a posteriori, je peux dire que ça a été finalement rapide, efficace, puisque je suis tombée enceinte, je ne sais plus, ça a mis peut-être 9 mois avant que ça fonctionne. Après une FIV qui n'avait pas marché et ça a fonctionné naturellement. C'est-à-dire que j'ai eu des stimulations hormonales, mais en tout cas, ça a marché naturellement. Donc voilà, j'ai parlé des contraintes du parcours du PMA qui est difficile. Ensuite, voilà, ma première grossesse, je suis désolée, je vais dresser un tableau pas très... Enfin, un petit peu difficile. En fait, cette première grossesse a été compliquée et dite à risque. J'ai fait du diabète gestationnel. Je n'ai pas réussi à équilibrer mon taux et on m'a plus ou moins laissé tranquille, puisqu'à un moment, j'étais au-dessus, en dessous. Enfin, on m'a dit, vous êtes à la limite. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a eu des questions autour de ça. Et puis, mon enfant a fait une cassure de croissance. Et finalement, sur la dernière échographie, elle avait rattrapé. Mais en tout cas, ça a été une grossesse avec un suivi plus intensif, c'est-à-dire une sage-femme qui passait 1 fois par semaine faire un monitoring chez moi, puis plus un monitoring à l'hôpital 1 fois par semaine. Je ne me rendais pas compte que c'était compliqué, puisque c'était ma première grossesse, je n'avais pas d'éléments de comparaison et finalement tout ça me semblait normal. Mais il y avait beaucoup de questions qui tournaient autour du poids, tout ça. Je vais noter au passage que je me suis rendue plusieurs fois aux urgences obstétricales dans le cadre d'un contexte de stress et que j'ai accepté alors de voir une psychologue 2 à 3 fois au cours de ma première grossesse, une psychologue du service maternité. Je précise aussi que j'avais parlé de mes antécédents d'anorexie dans le cadre des entretiens normaux avec les sages-femmes.
enfin des consultations de suivi, sans me douter des conséquences dont je vais vous parler un peu plus tard. L'accouchement, ça a été pour moi un cadeau tellement, après 15 ans de troubles alimentaires, l'enfer que vous savez hein, ce que c'est. Ça a été un cadeau tellement immense pour moi que j'ai fait un très joli baby blues. Oui, effectivement, je n'arrêtais pas de pleurer, mais pas pleurer de... Bon, bien sûr, il y a eu la chute d'hormones, tout ça, mais pleurer parce que c'était tellement énorme pour moi que c'était... C'était un trop beau cadeau pour moi. Sauf que ma fille est née préma. Alors, pas grande préma, mais à la limite. Et avec un petit poids de naissance. Il y a eu quelques erreurs du personnel, enfin de l'équipe de cette unité pour préma. Par exemple, ils se sont trompés à un moment de lait maternel. Je tirais mon lait et ils lui ont donné le lait d'une autre maman. Et voilà, je ne vais pas détailler, mais des petites erreurs qui ont fait que, avec tout ce que le docteur Gebhardt a évoqué, bah, en fait, je n'ai pas pris le temps de me reposer et de me reposer sur l'équipe. C'est-à-dire que j'ai voulu tout contrôler et être présente pour mon bébé nuit et jour, m'assurer qu'elle ne ratait pas des biberons dans la nuit, puisque tout tournait déjà autour de la prise de poids de mon bébé qui a mis un peu de temps à démarrer, à s'endormir sur ses biberons. On m'a envoyé, c'est-à-dire la psychologue qui m'avait vue pendant la grossesse est venue me voir. Et puis, je me suis retrouvée avec une psychiatre d'une unité mobile qui est passée, qu'on m'a envoyée. Je l'ai vue 2 fois, voilà. Mais finalement, pendant ces 15 jours dans cette unité préma, très vite, les choses ont dégénéré. Il y a eu des tensions avec les soignants. L'impression, je vais reprendre les termes du papa, de passer un test de paternité à chaque biberon qu'il donnait. Après 15 jours, on a estimé que le temps était... ça faisait longtemps que j'étais dans l'unité. On m'a transférée en pédiatrie où était censée m'attendre une chambre mère-enfant. Sauf que, épisode de verglas, hôpital désorganisé, l'unité était en fait fermée. Je me suis retrouvée sur un lit de camp, très très fatiguée de ces 15 premiers jours et dans des conditions, voilà, dans un lit de camp, dans une sorte de couloir, pas chauffé. Donc à ce moment-là, le papa, qui est d'un calme absolu, a commencé à perdre un peu patience. Mon enfant a eu un déclic à ce moment-là, elle s'est mise à prendre ses biberons et l'équipe a observé que tout se passait bien, que les relations avec le père étaient très, très bonnes. Sauf qu'il y avait un problème, c'est que la première unité avait fait une orientation vers une unité mère-enfant et qu'ils ne pouvaient pas me laisser sortir. Ça a été un peu une bataille pour sortir. Et j'ai eu l'impression, je me souviens de discussions très animées à côté du petit berceau, où on m'a parlé des problèmes d'oralité de mon enfant. Et je me suis entendue dire, mais vous êtes en train de le créer, le problème. Et à un moment, même le papa, qui lui est, comment dire, il a découvert un peu l'univers de la santé mentale, des troubles alimentaires en faisant ma rencontre. Jusqu'à présent, pour lui et pour sa famille, voir un médecin, c'était aller chercher un certificat pour faire du sport. Donc, il a découvert un nouvel univers. Et à un moment, il ne comprenait pas les discussions. Et je l'ai arrêté et je lui ai dit, mais c'est pas Clara le problème, c'est maman. Et la psychologue de ce deuxième service a dit, effectivement, une sage-femme que j'ai appelée une fois une nuit pour qu'elle vienne me soutenir un petit peu, qui n'a pas pu répondre tout de suite présente, est venue s'excuser après et m'a dit, vous savez, j'ai lu les transmissions. Vous avez été jugé sur la base de vos antécédents. Au final, j'ai sorti la carte de mon psychologue, psychanalyste de l'époque. Comment laisser passer finalement que j'étais pas dans le déni de mes troubles. Ils l'ont jamais appelé, mais ça a été le laisser passer. Et on est sorti en HAD et ça a duré 1 mois où tout s'est bien passé. Les sages-femmes étaient exceptionnelles, mais tout tournait encore autour de la prise de poids de bébé. Et au bout d'1 mois, bah, quand tout ça s'est terminé et que j'ai eu l'impression de pouvoir enfin profiter de mon enfant, effectivement, j'ai tout lâché et j'ai craqué, j'ai décompensé.
Pour cette première grossesse, il n'y a pas eu vraiment d'allaitement possible puisqu'on m'a mis sous traitement. Donc, j'ai tiré mon lait. Elle a eu quand même un petit peu de lait maternel, mais pas beaucoup. Et j'ai beaucoup regretté. J'avais pour moi cette envie d'allaiter. Au final, j'ai regretté d'avoir parlé de mes antécédents. Et en discutant avec des amis proches, devenues elles aussi thérapeutes, je vous livre un témoignage. C'est bizarre pour moi parce que j'ai différentes casquettes, mais j'ai décidé d'être authentique et de vous parler en tant que ma casquette d'ancienne patiente. Donc, ces amies thérapeutes m'ont dit qu'elles n'en avaient jamais parlé. Parce qu'effectivement, la maman est assez facilement pointée du doigt et que, voilà, elles ont fait le choix de ne pas en parler. Mais moi, j'insiste sur, je me sens en accord avec les propos du livre et le fait qu'il faut pouvoir en parler, mais par contre, il faut que les professionnels soient sensibilisés, formés. Et j'insiste vraiment sur cet aspect-là. Voilà, avec des professionnels vraiment formés, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Deuxième partie du témoignage. 2 mois avant de tomber enceinte de mon deuxième enfant, j'ai fait une fausse couche alors qu'on était sur le point d'annoncer la grossesse. Ça a été un événement très douloureux dont je suis sortie indemne grâce au lien très fort que j'avais avec mon thérapeute, mon psychologue, qui a suggéré l'épisode alors que j'étais un petit peu sur le fil. Et quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, j'ai tout de suite eu l'intuition que tout allait se passer bien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai pu effectivement comparer qu'une grossesse peut être absolument superbe, idyllique, du début jusqu'à la fin. Mon bébé est né à terme à 3,7 kg, sans péridurale. Et j'ai pu allaiter pendant 2 mois et demi. Cet allaitement s'est fait pendant le premier confinement. Donc, mon bébé a été peut-être la personne qui a le plus profité du confinement. Elle l'a très, très bien vécu. Et voilà, ça a été très, très fort et très agréable pour moi. En sortie de confinement, il s'est passé quelque chose de douloureux dans ma vie que je ne vais pas détailler, mais j'ai suivi une grosse vague émotionnelle et j'étais dans mon postpartum. Et là, j'ai comme des warnings qui se sont allumés. J'ai vu que certains de mes comportements commençaient à se rigidifier. Je suis allée de moi-même voir ma généraliste pour lui en parler et j'ai fait ce qu'il fallait pour ne pas rechuter. Je peux dire que tous les ingrédients étaient là pour que je rechute. Donc, c'est peut-être le cadeau que font les TCA quand on s'en sort, c'est qu'on peut reprendre les commandes de sa vie. On a cette fragilité qui peut être réactivée, mais on se connaît tellement bien qu'on s'est mobilisé les ressources qu'on a développées au cours de son rétablissement, qui fait que pour rien au monde, on a envie de retourner dans cet enfer. Et même si on peut jamais être complètement sûr qu'il n'y aura pas de rechute, je ne peux pas dire que demain, voilà, si je suis confrontée à un deuil ou quelque chose de très douloureux, voilà, on ne peut pas être sûr à 100%, mais je pense qu'il y a un moment où on sait qu'on est guéri. J'ai mis du temps à m'autoriser ce terme, puisque j'avais tellement la crainte de la rechute qui est fréquente que c'était difficile pour moi. Donc voilà, on peut utiliser le terme de rémission, rétablissement, libération. Et j'ai pu dire un jour dans les yeux de mon papa, qui a signé mon HDT à l'âge de 25 ans, « Papa, je suis guérie ». Ça a été très, très émouvant. En conclusion, ce que je retiens de tout cela, c'est que moi, j'ai pris le postulat dès le départ qu'il n'y avait aucune fatalité, que les TCA, ce n'est pas contagieux, ce n'est pas quelque chose qui se transmet forcément, et que c'est une partie de mon histoire, mais que mes filles, elles ont leurs histoires à elles. Et que l'histoire de maman, ce n'est pas l'histoire de mes filles. Ça m'a sûrement aidé en fait d'avoir ce postulat dès le départ pour un peu tenir bon face à la stigmatisation dont j'ai fait l'objet au cours de mon premier accouchement. J'ai affronté ça avec pas mal de courage, de ténacité, et je pense que si j'avais été plus fragile, j'aurais peut-être intégré cette unité mère-enfant et ça aurait été compliqué pour moi de savoir que mon bébé de 15 jours aurait commencé sa vie en psychiatrie. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir un papa très présent, très investi, et qui pour lui, les TCA, c'est pas qu'il en a rien à faire, mais c'est pas son problème. Et en fait, ça a été, du coup, je sais pas comment dire, une grande aide, voilà, d'avoir ce regard un petit peu, je trouverais pas les termes, mais en tout cas, notre couple a été soudé à ce moment-là et ça a été une aide. Donc, prendre des précautions quand on est soignant, c'est bien, mais l'excès de précaution peut faire des dégâts. Je pense, c'est mon point de vue.
Aujourd'hui, je pense qu'au niveau familial, on a un certain équilibre, et notamment avec mon mari qui, comme je l'ai dit, est un papa investi. Au tout départ, j'ai peut-être eu un petit peu de mal à lui laisser sa place, prendre sa place de papa. Et puis finalement, ça s'est fait quand même très vite. Et voilà, je lui ai laissé prendre sa place et voilà, tout s'est fait avec fluidité. Il connaît mon histoire, il connaît mes activités en termes d'accompagnement des TCA. Comme je l'ai dit, c'est un sujet qui ne l'intéresse pas ou peu. Et là où je peux me montrer peut-être un peu vigilante, voire à la limite de contrôlante, lui, il met de la souplesse et de la junk food. Donc finalement, mes filles mangent de tout et je suis plutôt à l'écoute de leurs envies, de leurs préférences. Ce que je leur demande, c'est de goûter avant de dire j'aime pas. Les placards, ils sont remplis d'un peu de tout, des aliments de santé, mais aussi du chocolat et des aliments plaisir. Et j'éprouve aucune difficulté avec ça. Et puis moi aussi, j'ai mes plaisirs culinaires. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, on me demande parfois comment je vais aborder les TCA avec mes enfants et si je vais leur en parler. Il n'y a qu'à me googliser pour savoir qu'on trouve beaucoup de choses sur moi. J'ai fait du témoignage, en veux-tu, en voilà. Et donc, je me dis qu'il y a de grandes chances pour qu'elles tombent sur des choses concernant mon vécu, qu'elles me questionnent par rapport à ça, voire qu'elles aient envie de lire mes bouquins un jour. Alors, je me sens plutôt prête à répondre à leurs questions qu'elles pourraient se poser sur mon vécu. Et je me dis que si cela peut participer à une sensibilisation, voire une prévention, c'est tant mieux. Alors, je sais que parfois, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Pour l'anecdote, j'ai fréquenté un psychiatre dont la fille était anorexique. Donc, je me dis que si un jour je suspecte quelque chose à un moment de leur vie, je serais peut-être mieux outillée que d'autres parents, mais je me confronterai certainement aussi aux mêmes difficultés de prise en charge que les autres parents. Après, j'ai pas de crainte spécifique et j'anticipe pas un problème avant qu'il n'existe. Et pour reprendre une formule chère à mon mari, je crie pas avant d'avoir mal. Enfin, je vous cache pas que pendant mes grossesses, j'ai pu avoir des pensées, des questionnements autour de ça. De ça, j'entends des TCA. Mais en fait, j'ai choisi de pas les suivre. Donc, pour reprendre un terme qu'on utilise en thérapie ACT, je me suis pas fait hameçonner par ces pensées. Un peu comme si le fait de les tenir à distance, ça me permettait de ne pas provoquer ou susciter justement le problème. Enfin, je sais pas, comme une forme peut-être de superstition, ou je sais pas, mais en tout cas, elles étaient là et en même temps, je leur ai pas donné plus de place que ça. Et c'est peut-être parce que j'ai su développer une confiance en moi et en la vie suffisante que ça a été possible. Et en même temps, j'ai trouvé ça chouette d'avoir en tête l'idée que mon vécu de TCA n'est pas anodin. Et en même temps que mon objectif, en fait, c'est de tendre à être ou devenir une maman, on va reprendre les termes de Winnicott, suffisamment bonne, et surtout de faire de mon mieux. Et qu'il faut arrêter de se mettre trop de pression et vouloir être le parent parfait, TCA ou pas. Donc aujourd'hui, je suis plutôt confiante et je sais que mes filles, elles évoluent dans un milieu familial équilibré et équilibrant, avec une belle famille dans laquelle toutes les relations sont harmonieuses. La présence de cousines, alors qu'elles sont plus âgées, elles ont 11 et 13 ans, et elles sont très précautionneuses envers leurs petites cousines. Il y a vraiment un super lien. Donc pour l'instant, ce que j'observe, c'est que je les vois rire, grandir, s'épanouir, et vraiment, c'est tout ce qui compte pour moi. Après, ce que je peux dire, c'est que même lorsque j'étais dans l'anorexie, j'imposais rien aux autres. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que c'était mon problème et que ça ne devait pas être celui de mes proches. Et que j'ai jamais cherché à contrôler l'alimentation de l'autre, par exemple. Alors, les éventuelles angoisses que je pourrais avoir, je me dis que je les travaillerai avec des personnes avec qui j'ai des espaces de parole. Je me fais superviser dans le cadre de ma pratique et ce sera peut-être le lieu, l'endroit où je pourrais en parler. Et que j'enquiquinerai pas mes proches avec ça, sauf si ça devient peut-être trop fort, trop présent. Mais en tout cas, pour l'instant, j'y crois pas trop. Et puis, je dirais que le cerveau est plutôt bien fait, puisqu'en fait, de mes 2 grossesses, je retiens que le positif. Et j'ai su que le jour où je suis devenue maman, je serais plus jamais la même qu'avant. Donc, la maternité, c'est une expérience merveilleuse. Et je suis vraiment pleine de gratitude d'avoir pu donner la vie. Je suis assez émue, là.
après 15 ans de survie et de lutte contre une maladie dont on peut malheureusement mourir. Alors, il y a d'autres façons de s'épanouir pour une femme que de devenir maman. Mais pour moi, en tout cas, c'est une victoire immense sur la maladie et une grande source d'épanouissement. J'aurais aimé les avoir plus jeunes. Mais au vu de mon parcours, je me dis que c'est bien ainsi et qu'il n'y a pas d'âge pour se réaliser. Donc, je regrette rien. Elles seront toujours mes bébés, je serai toujours leur maman. Et je me dis, je dis souvent en tout cas que ce qui nous sauve, c'est le lien à l'autre. Et puis que le rétablissement, c'est aussi surtout l'amour. L'amour que l'on se porte et l'amour que l'on porte aux autres. Je terminerai sur une anecdote. Ma dernière consultation avec une patiente, cliente, quel que soit le terme qu'on emploie, c'est une jeune femme qui est encore dans les troubles, dans l'anorexie, et qui n'osait pas m'en parler et en parler aux professionnels qui la suivent, et qui m'a dit lors de la dernière consultation qu'elle venait d'apprendre que son projet d'adoption, ça y est, elle allait devenir maman. La semaine prochaine, bébé arrive. Et j'ai vu dans ses yeux du pétillement et on a pu évidemment évoquer le fait, je ne sais pas comment dire ça, que bébé, c'est pas le médicament, mais elle a su parler avec une justesse. J'aurais aimé même la faire témoigner parce qu'elle a conscience du travail qu'elle a à faire, voilà, par rapport à ses troubles, mais que l'enfant, c'est pas elle, c'est pas sa maladie et que tout ça, ça va se travailler, mais que pour elle, voilà, c'est l'aboutissement de quelque chose auquel elle ne croyait plus et que ça allait très certainement l'aider. En tout cas, moi, j'y crois. Je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je suis dans les temps, pas dans les temps. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier de cette invitation, de ce livre qui est, comme je l'ai dit, qui répond à une énorme demande, qui a un travail, vous avez su solliciter énormément de professionnels autour de ça. Et vraiment, la sensibilisation, la formation, ça permettra de oui, pouvoir en parler, sortir de la honte, de la culpabilité, d'évoquer ses angoisses, ses soucis, de se faire aider, d'aider la maman comme le bébé. Et les messages m'ont beaucoup parlé. C'est un livre que je recommande plus. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous, Sabrina, pour ce témoignage, ce partage vrai, authentique et qui amène beaucoup aussi. Hein, où il y a on est dedans, là. On est dedans. Et puis, ça me touche d'autant plus qu'en ayant recueilli quelques témoignages, en réalisant ce livre, je vois à quel point, pour chacun, le chemin est différent, le parcours est différent, mais à quel point, à chaque fois, ça vient toucher à quelque chose de très profond. Et j'ai juste envie, pour conclure, de relever quelque chose que vous avez dit, Sabrina. Après 15 ans de survie et de lutte, donner la vie, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai que quand on souffre d'un trouble alimentaire, souvent, on est un peu en pétard avec la vie. On n'est pas toujours très décidé à être complètement vivant. Et c'est très beau d'aller dans la vie avec ça. Merci beaucoup. Et je crois que c'est le temps des questions, d'après le signe que me fait Ingrid. Alors, on va ouvrir un espace. Vous êtes bienvenus si vous souhaitez partager, questionner. Sabrina Palumbo-Gassner, la doctoresse Sandra Gebhardt, ou n'importe qui est présent ici. Il y a Ingrid qui a un micro et qui pourra vous le passer. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées à distance? Alors, on n'a pas de questions à distance, si ce n'est une tonne de compliments et de remerciements. Attendez, il y a quelque chose qui vient d'arriver. À quelqu'un qui demande quelle est la référence du livre. Est-ce qu'on met le...
Est-ce que vous arrivez à le mettre à l'écran éventuellement? Vous parlez, peut-être mettre le livre de Sabrina. Voilà. Ah oui, ok. Ouais, moi, j'ai compris. Donc voilà, donc ça c'est le livre de Sabrina Palumbo-Kastner, L'âme en éveil, le corps en sursis, qui est sorti en 2014, qu'on peut trouver sur son site internet. Je pense qu'on peut le commander aussi, on doit le trouver comme ça en tapant. Et puis le deuxième, donc troubles alimentaires, mieux comprendre pour mieux guérir, qui est sorti en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si Sabrina peut intervenir en même temps. Oui, il est sorti en 2017, en fait, le deuxième, et j'ai envie de dire, c'est le prolongement, la suite logique du premier. Où le premier, je témoigne plutôt de mon parcours de rétablissement, où j'aborde aussi un sujet qui m'était cher à l'époque, la spiritualité, qui m'a aidé dans mon rétablissement. J'avais envie d'en parler à ce moment-là. Et le deuxième est peut-être un peu plus... sort un peu plus du témoignage et essaye de livrer des clés de guérison et s'adresse peut-être aussi un peu plus aux soignants finalement. Merci. Moi, j'ai une question, si c'est possible. J'ai une question à vous, Sabrina Palumbo-Kastner. Vous avez parlé un petit peu de certaines maladresses du personnel soignant qui vous entourait, mais j'étais aussi curieuse de savoir qu'est-ce qui a été aidant. Est-ce qu'il y a eu des paroles? Vous parliez aussi du papa, hein, de son attitude. Il a l'air d'en avoir rien à faire, mais en même temps, il a l'air très présent. Qu'est-ce qui a été aidant dans votre parcours? Alors, comme je l'ai évoqué déjà, le lien avec le psychologue qui me suivait à ce moment-là, évidemment que voilà, sur le chemin du rétablissement, quand j'ai renoué, j'ai mis 6 ans à refaire confiance au corps médical. Et le premier professionnel qui m'a aidé, c'est un médecin généraliste que je ne remercierai jamais assez, qui s'est investi après dans mon association, qui était formé à l'hypnose et j'étais sa dernière patiente le soir. Je sortais parfois à 22h30 du cabinet, c'est-à-dire qu'il a fait le plus gros travail de psy avec moi. Et j'ai franchi après la porte de psychologue, de ce fait différentes psychothérapies. Évidemment, tout n'a pas été noir non plus dans ces 3 semaines d'hospitalisation, enfin post-accouchement. Et une des soignantes de l'équipe est venue me parler un soir. Je me rappelle de ces mots. Je crois qu'elle a dit, mais vous êtes une bonne maman. Et elle a voulu, voilà, elle a eu un discours qui m'a touchée parce que tout me semblait violent, difficile, compliqué. Et puis au milieu de ça, elle a eu ce moment de partage. Le rôle des sages-femmes aussi, oui, notamment pendant l'HAD, elles m'ont fait comprendre à demi-mot qu'elles avaient compris ce qui s'était passé pendant l'hospitalisation et qu'elles avaient compris que ça avait été difficile, mais elles ont fait un super boulot et c'était vraiment une bonne expérience en fait. Et à la naissance de ma deuxième, que je n'ai pas citée, mais qui s'appelle Angela, mon ange est là. Je crois que lors de la deuxième pesée, elle n'avait pas pris suffisamment, je sais pas quoi, mais elle a tout de suite eu des paroles en disant mais pour moi votre bébé il va très bien, je dois repasser parce que c'est comme ça, c'est le procédé, on est un peu obligé, mais vraiment rassurez-vous et vraiment elle a été top. Donc c'est des professionnels qui sont vraiment très 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 à l'écoute et qui ont un très très grand rôle à jouer. Voilà, qu'est-ce qui a été aidant? Quelques amis proches à qui, parce que quand ça a été compliqué, moi je suis pas quelqu'un qui, malgré ce qu'on peut croire, peut-être que comme je témoigne beaucoup, on peut croire que je raconte un peu ma vie, tout ça, mais en fait, je raconte ce que j'ai bien envie de raconter. Et donc, par exemple, cette expérience douloureuse de l'hôpital à la naissance de Clara, j'en ai pas trop parlé, mais j'avais glissé 2-3 mots où des amis ont capté qu'il se passait quelque chose. Et donc, voilà, c'est évidemment que les amis proches à qui on peut se confier, qui sont soutenantes, voilà, tout ça, c'est encore une fois, c'est le lien et le fait de ne pas rester seul avec sa problématique et seul à faire face à des choses qui nous dépassent un petit peu. Donc, pouvoir parler tout simplement la parole. Merci. Ouais.
Alors, on a 2 questions en ligne. Sabrina a répondu une partie en une, mais peut-être qu'elle peut rajouter quelque chose. Je la lis. Merci d'abord pour votre témoignage sincère. Comment pensez-vous que la prise en charge de la mère et autour du bébé avant, pendant et après l'accouchement pourrait être améliorée, plus proche de votre sensibilité, afin que cela améliore la prise en charge de futures mères parents? Oui, je crois que j'ai répondu en partie. Déjà par la sensibilisation. Pour l'anecdote, je suis intervenue il n'y a pas longtemps dans un congrès, enfin un e-congrès des étudiants en école de kinésithérapie qui ont décidé de faire leur congrès sur la santé mentale et j'ai sensibilisé aux troubles alimentaires dans le sport. Et j'ai trouvé ça génial que des professionnels dont c'est pas le cœur de métier, finalement s'intéressent à ça, puisque quand on fait du sport, dans le staff, dans l'équipe, il peut y avoir un kiné qui peut aider au repérage. Donc, plus on va repérer, plus on va prendre le problème tôt et plus on va pouvoir aider. Évidemment, il faut une meilleure compréhension de la maladie, puisque ça reste des maladies qu'on ne comprend pas, qu'on sait très bien décrire. Quand on parle de l'anorexie boulimie, quand vous vous rendez à n'importe quel colloque de professionnels, on vous fait une très belle description de tous les critères, mais finalement, on n'arrive pas trop à l'expliquer. Et au plus, on va pouvoir comprendre les différentes facettes de la maladie, mieux l'appréhender, au mieux on va pouvoir l'accompagner avec douceur, avec tact et en faisant très attention aux mots qu'on emploie, qui peuvent faire un effet sur des personnes hypersensibles, venir taper sur quelque chose et voilà, vraiment faire très très attention aux mots qu'on emploie. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, la détection, le repérage précoce, le fait d'avoir, en fait, quel que soit le professionnel à qui on va en parler, j'ai envie de dire d'avoir une personne en qui on a confiance, quel que soit son rôle dans la prise en charge, mais une personne de confiance à qui on se sent libre de parler. Et puis, les pas de côté. En fait, oui, la personne, la maman, peut avoir un trouble alimentaire ou avoir eu un trouble alimentaire, mais elle ne se résume pas qu'à ça. Et arrêter de voir que le symptôme et de voir la personne qu'il y a derrière. Et donc, en fait, tous les pas de côté qu'on va pouvoir faire pour lui parler d'autre chose, finalement, que du poids, que de l'alimentation, que de tout ça, en fait, tout ça, ça va être aidant. Donc, voilà, peut-être les pas de côté aussi. Merci. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose par rapport à ça? Parce que je pense que vous voyez à longueur de journée des personnes qui souffrent de ce genre de difficultés. Oui, non, alors je souscris tout à fait à ce que Sabrina a dit. Je pense qu'il y a de toute évidence encore un gros travail d'information et de formation des professionnels de la santé, parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, le thème de la parentalité dans les troubles du comportement alimentaire, c'est un thème récent. Pendant des années, on a vécu sous l'égide de infertilité. Trouble du comportement alimentaire égale infertilité. Et je pense que c'est en partie le fait que la communication, l'information du grand public et aussi des professionnels sur les TCA s'est améliorée, qu'on s'est rendu plus disponible pour des patientes qui nous consultaient dans le cadre de la parentalité, ça c'est une chose. Et puis il y a le développement de la PMA aussi, qui a amené à la maternité des patientes qui autrement auraient eu des difficultés à concevoir. Et j'aime à penser que le milieu soignant est plus accueillant, progressivement un peu plus accueillant, et que les freins de honte, de culpabilité que peuvent avoir certaines patientes, certains patients diminuent, mais peut-être que c'est ce que j'ai envie de croire aussi. Et c'est aussi ce que j'espère on va contribuer à nourrir avec ce livre, cette soirée et ce qui va en découler. Le but, c'est que
que ça circule et de sensibiliser. Ça va être aussi un outil de sensibilisation, ce livre. Sans nul doute. Oui, merci beaucoup. Laetitia, tout va bien? Tu survis? Merci beaucoup pour ton accompagnement des dessins. Ouais. Oui, il y a une question. On a encore le temps d'une question. Alors, je vais juste répondre à quelqu'un en ligne qui demandait comment est-ce qu'on pouvait, on pouvait se procurer le livre. J'ai un enfant, je souffre d'un trouble de comportement alimentaire. Donc, vous pouvez contacter l'association, envoyer un mail à info@boulimie-anorexie.ch pour pouvoir l'obtenir. On vous l'envoie volontiers par courrier. On peut répondre à une dernière question parce qu'on est déjà un petit peu en retard sur le planning. Et ensuite, on passera à la clôture de la soirée. Merci. Oui, bonsoir. J'avais juste une question, c'était de savoir si l'anorexie était génétique. Alors là, je me tourne vers la doctoresse Gebhardt. Grande question. Ouais. Bon, alors clairement pas. Maintenant, ça c'est la réponse simple. Ce qui se complique un petit peu plus, c'est de dire que, oui, la probabilité de développer un trouble du comportement alimentaire si l'un de ses parents directs a souffert ou souffre d'un trouble du comportement alimentaire augmente la probabilité de développer un trouble du comportement alimentaire, si c'est clair ce que je dis. Alors, il n'y a pas un gène qui a été identifié, et là maintenant on est assez sûr qu'il n'y en a pas. Un gène de l'anorexie mentale, un gène de la boulimie ou un gène des troubles du comportement alimentaire. Maintenant, on décrit des loci, enfin des fragments de gènes qui semblent être associés à un risque plus élevé. Mais la question fondamentale, c'est comment ça se transmet. Et il n'y a pas de transmission directe. C'est ce qui m'a fait répondre à votre question en disant non, ce n'est pas une maladie génétique. À coup sûr, on ne peut pas transmettre le gène de l'anorexie mentale ou de la boulimie. L'environnement, dans l'expression des gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique maintenant, entre en ligne de compte. Et puis, on sait que le contexte dans lequel les enfants vont se développer a sans doute plus d'impact dans la transmission éventuelle d'une maladie qu'un gène en lui-même. C'est confus comme réponse, mais parce que ça reste encore un terrain à explorer. Merci pour cet éclairage. Alors voilà, pour conclure, je vais passer la parole à Suzanne Nordenström, qui est la trésorière de l'association Boulimie Anorexie. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'aimerais vous remercier pour votre présence ici et pour votre présence en visio. Votre participation a montré avec cette soirée que la mission de notre association, qui est l'écoute, l'information et le soutien, sont importants. Et cette conférence rejoint la campagne de promotion de notre publication « J'ai un enfant et je souffre d'un trouble alimentaire » qui a été mise en place depuis le début de l'année grâce au soutien financier du Ladies Lunch Lausanne. Un grand merci à elle. Nous désirons également remercier le Lausanne Palace qui nous accueille ce soir et spécialement Dorine Lebeau et Paul Perrault qui nous ont permis d'organiser cet événement dans ce magnifique endroit à un prix préférentiel. Merci beaucoup. On vous a parlé déjà de la publication. Elle est à disposition à la sortie de cette conférence. Alors n'hésitez pas à vous la procurer si vous ne l'avez pas encore faite. Elle est gratuite jusqu'à 2 exemplaires par personne. Nous désirons également remercier les personnes qui ont permis la réalisation de cette publication et qui ont activement participé.
Un grand merci à Sandra Gebhardt, notre conférencière, pour ces informations si précieuses. Également à l'auteur du livre, Nathalie Goetz. L'illustratrice Laetitia, dont vous avez pu apprécier les dessins ce soir et qui est venue à remplacer au pied levé Amélie Bourri. Merci également à Sabrina Palumbo-Gassner pour son témoignage si personnel à distance ce soir et qui a également œuvré dans le cadre de ce livre. Il ne faut cependant pas oublier que ce livre, il n'aurait pas vu le jour sans les psychologues de ABBA, Romana Chiappini et Marie-Le Bosizio, qui œuvrent tout le long de l'année pour venir aux aides aux personnes Elles sont toute l'année à disposition aux personnes qui souffrent des troubles des TCA et leurs proches. Et puis, on n'oublie pas notre grande organisatrice et fée du bureau, la responsable administrative Ingrid, qui a réalisé cette soirée. Je pense, sans elle, on ne serait pas là. Et puis, je fais vite. Comme vous le savez, l'association vit grâce au soutien de la Direction générale de la santé du canton de Vaud, l'Office fédéral des assurances sociales, les donateurs et bien entendu les membres de l'association. Tous les soutiens conséquents sont infiniment précieux, mais il ne suffit malheureusement pas à couvrir la totalité des charges de l'association. Donc, nous sommes en perpétuelle recherche de fonds. C'est pourquoi, en sortant à l'apéro, qu'on attend tous avec impatience, il y aura une table où vous avez l'occasion de faire un don, soit par Twint ou de vous prendre un bulletin de versement avec vous. Il y a également sur la même table, elle se trouvera, on sort à gauche et puis un peu derrière. Sur la même table, vous avez la possibilité de devenir membre. Et puis finalement, pour conclure, ABA se réjouit de fêter ses 30 ans l'année prochaine. Il y a des différents projets qui sont déjà en cours. Une nouvelle ligne graphique. Il y aura la publication de notre magazine Eau qui traitera le sport et des TCA. Et finalement, une organisation en faveur de l'association où nous espérons vous accueillir nombreux. Nous recherchons bien entendu aussi pour ces projets de l'aide financièrement. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous faire connaître. Sur ce, je vous invite à partager un verre d'amitié avec la doctoresse Gebhardt et toute l'équipe de ABBA dans la salle de la Rotonde. La salle est quand vous sortez à gauche et puis c'est derrière un espace privé. Alors c'est à gauche où il y a toutes les décorations. Laissez vos mentons ici, ils vont vous suivre. Ils se rapprocheront tout seuls. Et puis merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Et une toute bonne rentrée à la maison. Prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année. Merci. J'aimerais juste remercier l'équipe technique sans qui nous n'aurions rien pu faire aujourd'hui. Donc merci à vous deux qui avez œuvré dans l'ombre. Merci.
Alors on y va.